Le 28 février 2026, à 23 heures, heure de Paris, les premiers missiles américains et israéliens percutent Téhéran. Ce soir-là, vous devez noter ce que fait Pékin. Pékin publie un communiqué. 3 lignes. Une condamnation ferme, un appel au cessez-le-feu, un rappel à la souveraineté iranienne. Et puis, silence opérationnel. Pas un porte-avions, pas un système antiaérien, pas un contingent militaire. Juste 3 lignes pour un pays avec lequel la Chine avait signé 5 ans plus tôt un accord de coopération sur 25 ans. Un pays à qui elle achetait plus de 80% du pétrole exporté. Un pays qui finançait 45% de son budget d'État sur ses ventes. 3 lignes. C'est ça, la vraie histoire de cette guerre. Pas les missiles, pas les discours, l'abandon calculé par ceux qui l'avaient juré. Mesdames, messieurs, bienvenue sur le grand angle. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi la Chine et la Russie ne peuvent pas sauver l'Iran, même si elles le voulaient. Vous allez voir comment le détroit d'Ormuz est devenu le levier le plus dangereux de la planète. Et surtout, vous allez repartir avec une grille de lecture applicable à toutes les alliances géopolitiques que vous suivrez dans les prochaines années. Restez jusqu'à la fin, vous comprendrez exactement pourquoi les alliances proclamées ne valent que ce que les bombes révèlent. Pour suivre ces analyses semaine après semaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous serez averti de chaque nouveau dossier. Posons les faits précisément. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël frappent l'Iran par surprise. Des frappes massives, ciblant les installations militaires, le commandement, les hauts responsables du régime. Ali Khamenei, le guide suprême, est tué. En 10 jours, 1255 Iraniens sont morts. 12 000 blessés, selon le ministère de la Santé iranien. Les bombardements continuent. Israël prévoit au moins 3 semaines supplémentaires d'opérations. Le 4 mars 2026, l'Iran franchit un seuil. Il déclare le détroit d'Ormuz officiellement fermé. Ce détroit, vous en avez entendu parler ces dernières semaines, sans peut-être mesurer ce qu'il représente vraiment. C'est un couloir maritime de 33 km à son point le plus étroit. Chaque jour en 2024, 20 millions de barils de pétrole le traversaient. 20 millions de barils, soit 20% de la consommation mondiale de pétrole, par un seul boulot d'étranglement. En 20 heures, selon l'Agence internationale de l'énergie, ce sont près de 500 milliards de dollars d'échanges énergétiques annuels qui transitent par là. Dans les premières heures suivant la fermeture déclarée, le trafic de pétroliers a chuté de 70%. Plus de 150 navires se sont mis à l'ancre à l'extérieur du détroit, refusant de prendre le risque. MSC, Maersk, Hapag-Lloyd ont suspendu leur transit. Au 8 mars, le Centre britannique des opérations maritimes commerciales recensait 10 attaques confirmées, 5 marins tués. Un tanker frappé le 1er mars au nord de Kassab, en Oman. 2 marins indiens morts, 3 blessés. Le 7 mars, le tanker Prima atteint par un drone dans le golfe Persique. Ce même jour, un tanker américain frappé dans le détroit lui-même. Les marchés ont réagi instantanément. Le Brent a bondi de près de 10% en quelques jours. Certains analystes évoquent 130, voire 300 dollars le baril, si la fermeture dure. Pour comparaison, l'embargo pétrolier de 1973 avait retiré 4,5 millions de barils par jour des marchés mondiaux. Le blocage d'Ormuz en prive le monde de 20 millions, 4 fois plus. Maintenant, la vraie question. Pourquoi la Chine et la Russie ne bougent-elles pas? Commençons par la Chine. La réponse de surface est simple. La Chine dépend du pétrole iranien. En 2025, elle en achetait plus de 80%. Ces achats représentaient 13,5% de l'ensemble de ses importations de brut par voie maritime. En valeur absolue, environ 31,2 milliards de dollars de revenus pétroliers annuels pour Téhéran. 45% du budget de l'État iranien, selon la Commission américaine d'examen de la sécurité économique sino-américaine. Mais ce déséquilibre, c'est précisément ce qui explique l'inaction de Pékin. La Chine a besoin de l'Iran comme on a besoin d'un fournisseur parmi d'autres. L'Iran a besoin de la Chine comme un patient a besoin de son oxygène. Ce n'est pas la même dépendance. Ce n'est donc pas la même solidarité. Pékin a sécurisé des approvisionnements diversifiés. Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique. Selon les estimations disponibles, ces réserves stratégiques couvriraient ses besoins essentiels pendant 2 à 4 ans, même avec un rationnement sévère. Au 28 février 2026, ces stocks de gaz naturel liquéfié
s'élevait à 7,6 millions de tonnes selon Kpler. La Chine peut attendre. L'Iran ne peut pas. Mais ce n'est pas tout. En fermant le détroit, l'Iran a commis une erreur stratégique qui révèle toute la logique tragique de ce conflit. 40% des importations pétrolières chinoises transitent par ce même détroit. 30% de ces importations de gaz naturel liquéfié proviennent du Qatar et des Émirats arabes unis, deux pays qui se trouvent désormais sous les frappes iraniennes. L'Iran frappe les fournisseurs de son seul sauveur potentiel. Et il existe une troisième raison, peut-être la plus structurante pour Pékin: la question de Taïwan. Une visite de Donald Trump à Pékin est prévue pour ce mois de mars 2026. Des mois de désescalade diplomatique entre Washington et Pékin sont en jeu. Selon Jody W., chercheuse à l'université de Tsinghua, Pékin a toujours tracé des limites nettes autour de ce partenariat, particulièrement en matière militaire. Si la Chine intervient militairement pour l'Iran contre les États-Unis, elle fracasse ces mois de désescalade. Elle perd Trump comme interlocuteur sur Taïwan, où elle joue sa stabilité régionale pour les 20 prochaines années. Elle se retrouve en froid avec l'ensemble des monarchies du Golfe, qui sont aussi ses partenaires commerciaux et énergétiques. Résultat, la Chine a aidé l'Iran à reconstituer des stocks de missiles avant la guerre. Elle lui a vraisemblablement fourni des renseignements stratégiques dans les jours précédant les premières frappes. Elle réserve même un couloir de transit à ses propres navires dans le détroit, en reconnaissance du soutien diplomatique de Pékin. Mais elle ne va pas plus loin. Ce soutien indirect, ce n'est pas de la solidarité, c'est de la gestion de portefeuille. Passons à la Russie. Le tableau est différent, mais les calculs sont encore plus froids. En janvier 2025, la Russie et l'Iran avaient signé un traité de partenariat stratégique global. Commerce, défense, sciences, éducation. Un mois plus tard, les deux armées conduisaient encore des exercices navals communs dans l'océan Indien. 3 semaines après ces exercices, les bombes tombaient sur Téhéran. Moscou a condamné fermement. Sergueï Lavrov a alerté sur le risque d'une catastrophe humanitaire, économique, voire radiologique au Moyen-Orient. Mais ces mots ne sont pas des missiles. La réalité militaire de la Russie est simple. Elle est engluée en Ukraine. Selon Matt Garken, stratégiste géopolitique en chef chez BCA Research, des années de guerre d'attrition ont épuisé sa capacité à projeter sa puissance au-delà de ses frontières. Les stocks de munitions sont sous pression. La Russie ne peut pas ouvrir un deuxième front militaire majeur dans le Golfe Persique. Et Vladimir Poutine a besoin de Donald Trump. Ce n'est pas une métaphore, c'est un calcul politique direct. Les États-Unis jouent un rôle central dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Si Moscou soutient militairement l'Iran contre Washington, elle risque de perdre Trump comme médiateur. Elle risque surtout de le pousser à renforcer massivement l'aide militaire à Kiev. Perdre Trump dans ce contexte précis, c'est perdre une sortie acceptable d'une guerre qui dure depuis trop longtemps. Et il y a une troisième raison, la plus cynique de toutes. Une guerre prolongée qui fait monter les prix du pétrole et du gaz. C'est économiquement une bonne nouvelle pour Moscou. Chaque dollar supplémentaire sur le baril de Brent alimente les caisses de guerre russes. La Russie joue donc sur tous les tableaux. Elle condamne les États-Unis au Conseil de sécurité des Nations unies. Elle fournit à l'Iran des renseignements sur les cibles américaines potentielles dans la région, selon le Washington Post. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, affirme que Moscou aurait livré à Téhéran des drones Shahed, utilisés contre des bases américaines. Des allégations non officiellement confirmées, mais prises au sérieux par les services de renseignement américains. Ce n'est pas de la solidarité, c'est de la gestion des risques. Et pendant ce temps, les conséquences de cette guerre atteignent votre quotidien. Concrètement, pour vous qui vivez en France, qu'est-ce que tout cela signifie? Malgré la reprise progressive d'un trafic sous escorte internationale, les effets se font déjà sentir. Le porte-avions Charles de Gaulle est déployé dans la région. La frégate Languedoc surveille les approches de Chypre depuis qu'une base britannique à Akrotiri a été frappée par un drone iranien. Cette reprise partielle limite l'effet total du blocage, mais elle augmente fortement les coûts. Les primes d'assurance maritime ont été multipliées dans les zones à risque. Les grandes compagnies de transport imposent des surcharges crises géopolitiques sur les conteneurs, répercutées directement sur le prix final des biens. Certains tankers contournent désormais le Golfe par l'Afrique, rallongeant les délais de livraison de plusieurs semaines.
Des raffineries asiatiques réduisent leur cadence faute d'approvisionnement stable. En Europe, des industriels dépendants du gaz naturel liquéfié, dans la chimie et la sidérurgie, anticipent des ralentissements de production si la tension dure. Le détroit d'Ormuz ne transporte pas seulement du pétrole. Il fait passer 20% des échanges mondiaux de gaz naturel liquéfié, essentiellement depuis le Qatar. Ce gaz alimente des usines en Allemagne, des réseaux de chauffage en France, des industries en Asie du Sud-Est. Depuis que l'Iran a frappé les installations de Ras Laffan au Qatar, la production de gaz naturel liquéfié y est à l'arrêt. Le Qatar représente à lui seul 99% des importations de gaz naturel liquéfié du Pakistan, 72% de celles du Bangladesh, 53% de celles de l'Inde. Ces pays n'ont rien fait dans ce conflit. Ils en paient le prix le plus lourd. Au port de Fujairah, 15 000 passagers de croisière restent bloqués sur 6 navires, civils de dizaines de nationalités pris dans un conflit qu'ils n'avaient pas choisi. Pour les ménages les plus vulnérables en Asie du Sud, une hausse durable des prix de l'énergie ne représente pas une ligne sur un graphique boursier. Elle représente un choix impossible. Chauffer ou nourrir. Voici ce que cette séquence révèle vraiment. Elle révèle d'abord que l'axe Chine-Russie-Iran était une architecture de façade, suffisamment réelle pour servir des intérêts commerciaux et diplomatiques en temps de paix, insuffisamment solide pour résister à une épreuve militaire réelle. En mars 2026, les BRICS ont publié une déclaration exprimant leurs préoccupations profondes. Pas une condamnation unanime, une préoccupation, parce que certains membres entretiennent des relations commerciales étroites avec les États-Unis, parce que d'autres n'ont aucun intérêt à se retrouver dans le viseur américain. Elle révèle ensuite la nature profonde de cette relation asymétrique. La Chine n'achetait pas du pétrole iranien par solidarité idéologique. Elle achetait un pétrole moins cher que le marché, dans un cadre qui lui donnait un levier économique sur Téhéran. Ce n'était pas une alliance, c'était un arrangement pragmatique. Et la politique américaine de pression maximale, en poussant l'Iran dans les bras de la Chine, a paradoxalement produit l'illusion d'une solidarité sino-iranienne solide, encourageant peut-être Téhéran à surestimer le soutien qu'il pouvait attendre le jour de l'épreuve de force. Elle révèle enfin la leçon la plus structurante de cette guerre. Les alliances qui ne sont pas testées en temps de paix révèlent leur vraie valeur au moment de la crise. Poutine peut signer des traités de partenariat stratégique global. La Chine peut acheter 80% du pétrole d'un pays. Ces chiffres ne se transforment pas automatiquement en couverture aérienne, en missiles de défense, en troupes sur le terrain. Ce que vous regardez au Moyen-Orient depuis le 28 février 2026, c'est un pays qui croyait avoir des alliés, qui découvre qu'il n'avait que des partenaires commerciaux et qui paie ce malentendu en vies humaines et en territoire. La différence est absolue. La question qui reste en suspens est simple. Quelle sera la prochaine puissance à croire qu'elle peut défier Washington en comptant sur ce type d'alliance asymétrique? Et découvrira-t-elle à son tour, au moment où les bombes tombent, que les traités signés ne valent que la volonté de ceux qui les ont écrits de prendre un risque réel pour les honorer? La prochaine fois que vous entendrez parler d'un partenariat stratégique global, posez-vous une seule question. Chacun des deux est-il prêt à perdre quelque chose d'essentiel pour l'autre? Si la réponse est non, c'est un arrangement commercial, pas une alliance. Une question pour les commentaires. La Chine aurait-elle pu intervenir militairement au soutien de l'Iran sans compromettre ses intérêts fondamentaux? Ou cette abstention était-elle inévitable? Nous nous retrouvons très bientôt sur le grand angle.